Si l'on compare la France à l'Allemagne, il nous manque, toute proportion gardée, 13 000 PME et entreprises de taille intermédiaire de plus de 50 salariés. Cela représente potentiellement 2 millions d'emplois. Quant au taux de marge des entreprises, il est en France inférieur d'au moins un quart à celui des entreprises allemandes, voire aux entreprises italiennes. L'une des raisons de cette situation, c'est bien souvent un positionnement en moyenne gamme ou sur des activités très concurrentielles. C'est la conséquence de notre insuffisante capacité à innover. Manque de PME et d'entreprises de taille intermédiaire, manque de créateurs d'entreprises, insuffisante capacité d'innovation, ce sont les thèmes d'un récent essai publié par la Fondation Jean Jaurès. Michel Destaut, bonjour. Bonjour. Michel Destaut, vous venez de publier ETI, c'est-à-dire Entreprises de taille intermédiaire et PME pour une innovation compétitive. Vous venez de publier cet ouvrage à la Fondation Jean Jaurès. Jean Jaurès, c'est un think tank proche du Parti socialiste. Michel Destaut, je rappelle que vous êtes député maire de Grenoble, président du Conseil national du Parti socialiste, président de l'Association des maires des grandes villes de France. Mais vous êtes aussi un scientifique et un ancien chef d'entreprise et même créateur d'entreprise. Vous êtes diplômé d'une école d'ingénieur, docteur ingénieur en physique nucléaire. Nul n'est parfait. Et vous avez créé une start-up de haute technologie avant de devenir, qui est devenue d'ailleurs aujourd'hui une entreprise de taille intermédiaire, avant de devenir un homme politique. Et votre ambition, c'est de, alors on ne sait pas trop, concilier ou réconcilier la gauche avec l'innovation. Oui, tout à fait. Alors, la France est plutôt un pays de grands groupes, avec des grands projets. Ce qu'on a bien su faire en France, c'est Ariane, le TGV, le nucléaire, Airbus, etc. Quelle place devraient avoir les PME dans la stratégie économique de la France et d'un gouvernement de gauche ? Vaste programme. Permettez-moi de vous compléter sur 2 points. Tout à l'heure, vous avez parlé de la comparaison de la France et de l'Allemagne, ce qui est évident parce que nous sommes dans l'espace européen et c'est le premier partenaire économique et politique de la France. On peut se comparer aussi à l'Italie. Tout à fait. On regarde de très haut, mais qui, dans le domaine économique et notamment dans le rapport de nos PME-PMI avec leurs homologues italiennes, mériterait pour la France de baisser d'un ton et de regarder ce qui se passe de l'autre côté des Alpes. Car nous avons beaucoup à apprendre aussi des Italiens dans leur structuration, dans leur capacité exportatrice. Ça, c'est le premier point. Et ça, je crois qu'il est important. Le second, c'est que si on s'intéresse, et on doit s'intéresser aujourd'hui beaucoup plus aux politiques d'innovation, c'est qu'on est dans un pays qui est un pays pas simplement en crise économique, crise sociale, crise financière, française, européenne, mondiale, c'est parce qu'on est dans un pays en panne. Effectivement, même en période, je dirais, de croissance, à croissance égale, quand on regarde l'Allemagne, l'Italie et la France, à croissance égale, il y a toujours 3% de plus de chômeurs dans notre propre pays. Et vous avez mis le doigt. Et vous avez mis le doigt sur la raison, c'est le maillon intermédiaire, celui des petites et moyennes entreprises. Alors permettez-moi de corriger. Je crois qu'il faut être objectif. Depuis 20 ans, nous avons beaucoup progressé aussi pour les start-up. Les deux. Oui, mais lorsqu'on regardait, permettez-moi de vous rappeler que lorsqu'on regarde le tissu d'entreprises français, on a plein de grosses multinationales dont on est très fier. On a plein de micro-entreprises, et on reparlera peut-être tout à l'heure du statut de l'auto-entrepreneur. Et au milieu, on est dans une espèce de sablier qui est très étroit au milieu. Tout à fait. Alors, contrairement à l'Italie, d'ailleurs, que vous citiez. Absolument. Et c'est véritablement sur ce maillon qui est extrêmement important, puisque les PME, PMI, allez, c'est les 2/3 des emplois marchands dans notre propre pays. Mais malheureusement, quand on regarde leur structuration et leur développement, ça n'est que 15% des dépenses de recherche et développement. Et c'est évidemment très insuffisant. Si l'on veut véritablement avoir un développement, à la fois pour que les PME, PMI deviennent des ETI, c'est-à-dire des entreprises de taille intermédiaire, supérieure, capables d'être plus performantes, plus puissantes. Regardez la France, en dehors de quelques petits exemples comme Capgemini, aucune toute petite entreprise n'est devenue une moyenne entreprise, n'est devenue une ETI, est devenue une très grande entreprise. C'est généralement des fusions, c'est généralement des constructions qui sont des fédérations de PME et non pas des croissances internes des entreprises qui ont permis de devenir des grandes entreprises. Alors, vous m'amenez à la question que je voulais vous poser. Alors, pourquoi le tissu de PME français est-il si fragile, si faible, et pourquoi ces PME, PMI ne grossissent pas suffisamment ? Alors, d'abord parce qu'on confond 2 choses. On confond la recherche et l'innovation.
Si j'ai dit qu'il y avait 15% simplement de dépenses en termes de recherche et innovation, il ne faut pas le corriger en disant qu'il va falloir faire plus de recherche. Beaucoup de petites entreprises n'ont pas les moyens, de faire des recherches comme les grands instituts publics ou que les grands majors français. Parce qu'on confond dans notre pays la recherche et l'innovation. La recherche, pour faire court, c'est essentiellement l'affaire des scientifiques. L'innovation est l'affaire des chefs d'entreprise, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Quand on veut innover, eh bien, on veut créer des activités nouvelles, des produits nouveaux, qui se traduisent d'ailleurs par des emplois nouveaux. Et ce qui explique qu'on a beaucoup de difficultés à faire comprendre, ne serait-ce que déjà culturellement, y compris à la classe politique, et peut-être à commencer par la classe politique, qu'il ne suffit pas d'investir, comme on dit, dans le budget de la recherche, pour qu'automatiquement, ça va se traduire par transfert de technologie en matière d'innovation, c'est-à-dire en matière in fine de création d'activités nouvelles, de produits nouveaux et d'emplois nouveaux. Et là, c'est tout le nœud du problème que nous avons en France. Mais au tout départ, puisque vous citiez l'innovation, innovation, création d'entreprise, qui dit création d'entreprise dit entrepreneur. On manque donc en France déjà d'entrepreneurs, de vrais entrepreneurs. Absolument. Et c'est un des aspects essentiels d'ailleurs sur lequel Claude Allègre, c'était le premier, avait mis le doigt en disant on ne transforme pas immédiatement un chercheur en un entrepreneur. Ce n'est pas la même chose. Moi-même, j'ai fait le parcours. J'étais ingénieur de recherche au CEA et puis j'ai créé ma propre entreprise avec un petit groupe de collègues du CEA. Et on s'est aperçu tout de suite que gérer une entreprise, ce n'était pas simplement traduire de la recherche ou du développement qu'on pouvait faire au commissariat à l'énergie atomique dans un organisme de recherche. Sur le plan industriel, ça nécessitait évidemment des capacités managériales, des capacités en termes de marketing, en termes de commercialisation, et mais pourtant, en termes de maîtrise vous avez des une ressources formation humaines. d'ingénieur, vous êtes issu d'une grande école, et on constate statistiquement que les diplômés de nos grandes écoles créent peu d'entreprises. Absolument, parce qu'il n'en a pas la culture. Nous avons une culture qui est une culture souvent très académique, qui est peu branchée sur, au fond, l'envie d'entreprendre, le goût d'entreprendre et les capacités pour sélectionner ceux qui pourront être les managers de demain. Ce n'est pas simplement ceux qui réussissent à des examens ou à des concours académiques. Donc c'est un manque de culture entrepreneuriale en France. Depuis le berceau, si vous me permettez de vous le dire. Alors partons du berceau, justement. Il faut absolument que ce goût d'entreprendre, cette envie d'entreprendre, soit communiqué dès le primaire, le secondaire, le supérieur. Il faut absolument que pendant tout le parcours scolaire, on ait envie d'entreprendre, que ce soit d'ailleurs sur le plan scientifique-technologique, mais ce soit aussi sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan environnemental. Le goût aussi de découvrir les autres, les langues étrangères pour pouvoir communiquer. C'est tout sauf ce que nous apprenons à l'école. Mais entreprendre en France, c'est commencer par devenir petit patron. C'est péjoratif, petit patron, dans la culture française. Donc vous parliez du primaire, du secondaire. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans le primaire et le secondaire? Je considère qu'être patron n'est pas forcément être chef d'entreprise. Petit patron. Ou petit patron, qui deviendra moyen ou grand patron. Le problème, c'est de devenir chef d'entreprise, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Chef, c'est vrai, c'est prendre une responsabilité de leader. Mais l'entreprise, c'est une démarche qui est collective. Et c'est une démarche qui nécessite justement d'avoir une ouverture d'esprit, de ne pas être simplement investi sur un champ scientifique ou technique, bien entendu, une connaissance de base, mais aussi être capable d'intervenir dans le domaine commercial, dans le domaine du management des hommes, dans le domaine financier, dans le domaine de la ressource humaine. Il est évident que ça nécessite, et sur l'ouverture au monde aussi, du point de vue international, ça demande des capacités, des talents, et puis une ouverture d'esprit qui n'est pas celle de la sélection de notre appareil éducatif français, depuis le primaire jusqu'au supérieur. Comment changeons cette culture? Tout à l'heure, vous citiez l'Italie, c'était très intéressant que vous citiez l'Italie. En Italie, quand on est le fils d'un patron d'une tannerie, par exemple, quand on est très compétitif au niveau mondial parce qu'on fait les meilleurs cuirs tannés au niveau mondial, on ne pense qu'à une chose, c'est reprendre l'entreprise familiale et la développer, et on ne passe pas par une grande école, obligatoirement. Le fils d'un petit patron en France va essayer de faire HEC ou une école d'ingénieur. C'est des trajectoires totalement différentes. Il ne faut pas opposer les uns aux autres.
tout ce qui explique qu'il suffit d'être autodidacte pour devenir un bon patron, et dès qu'on a été diplômé d'une grande école, on est sûr de rater un parcours de chef d'entreprise. Donc il faut rester dans l'administration ou dans les collectivités publiques. Je crois que non, vous trouvez de très bons chefs d'entreprise qui sont diplômés, comme vous trouvez des chefs d'entreprise qui l'ont été sans être passés forcément par des diplômes d'études supérieures. Mais il faut de cette façon-là avoir une culture de notre pays qui passe essentiellement encore, excusez-moi, par le moule de l'éducation nationale, bien entendu, parce que ça, c'est l'aspect. Comment concrètement par quelles actions important. Eh bien, c'est le rapport avec l'entreprise. On a une conception de l'économie qui est une conception purement théorique et conceptuelle. Il est évident que les stages dans les entreprises, les stages qualifiants, à tout moment, sont absolument essentiels. Il faut qu'il y ait une découverte de l'ensemble des jeunes Français du monde de l'entreprise pour avoir envie d'entreprendre et de le faire collectivement. Or, tout notre enseignement est un enseignement individualiste, où on sélectionne individuellement les gens et on ne donne pas l'envie de travailler de façon collective. Les travaux pratiques, les séminaires, les conférences devraient avoir cette dimension collective, ce qu'elle n'a pas. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la découverte de l'entreprise. La découverte de l'entreprise est beaucoup trop tard. Elle se fait généralement quand on arrive en bout de parcours, quand on est en troisième cycle, alors qu'il faut qu'elle puisse intervenir dès le secondaire, qu'il puisse intervenir à des moments où on ait envie de s'orienter pour pouvoir prendre pied dans l'entreprise plus tard et y prendre des responsabilités. Donc rapprocher le système de formation de l'entreprise. On l'a déjà fait un peu au niveau de la recherche, mais il faut le faire au niveau du système de formation. Absolument. On ne va pas avoir des problèmes avec le corps enseignant quand on voit le problème des programmes d'économie, par exemple. Mais bien entendu, mais nous avons des problèmes avec le corps de l'enseignant, pas simplement dans ce domaine-là. Nous l'avons en termes de politique de la ville, nous l'avons dans les rapports avec les collectivités locales qui ont besoin qu'on ait des rapports extrêmement différents avec l'appareil de l'éducation nationale qui est beaucoup trop étanche, beaucoup trop en distance par rapport à ce que nous devons faire les uns avec les autres. Alors ça, c'est le premier axe, c'est l'axe culturel. L'autre axe sur lequel nous n'avons pas suffisamment travaillé, c'est justement la capacité de sortir d'une conception qui soit purement étatique, purement nationale de l'appréhension de ces problèmes. Il est évident qu'il faut qu'on réfléchisse davantage en termes décentralisés, en termes territoriaux, notamment au niveau des régions, des grandes agglomérations, des métropoles, comme on dit, et au niveau européen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comment voulez-vous qu'on puisse manager sur un plan d'une politique globale le tissu des PME-PMI, compte tenu de son nombre, à partir de Bercy? Ce n'est pas une critique du personnel de Bercy, c'est que c'est absolument impensable. Ce qui explique que ça marche mieux en Italie et en Allemagne, tas de raisons, fiscales, sociales, etc., mais c'est qu'il y a une conception du management de la politique qui se fait à un niveau régional. Regardez l'Italie, qui n'est pas le pays le mieux géré au plan national. Il arrive à s'en sortir au plan économique parce qu'il y a une réalité régionale qui fait que, évidemment, les tissus des PME... Alors vous avez cité 3 niveaux, le niveau européen, le niveau national et le niveau de la région. Quelle devrait être la responsabilité de chacun de ces niveaux? Je pense que le niveau national est un niveau de veille technologique, de stratégie, au fond, qui permettrait de dire, voilà les points forts de notre propre pays qu'on va essayer de faire passer au plan européen, et on laisse au plan régional... Le diagnostic est fait à l'heure actuelle, au plan national? Vous avez le sentiment qu'on a une réflexion sur nos points forts, nos points faibles? Ni au plan national, malheureusement, ni au plan européen. Ça date beaucoup, ce qu'on dit. On dit qu'on est fort... Vous l'avez dit vous-même, dans les transports, le TGV, l'Airbus, et puis un petit peu dans les télécoms, mais les choses ont beaucoup évolué. Mais on ne travaille pas suffisamment dans le détail pour cerner, dans les grands domaines, de l'application des sciences du vivant, des nouvelles technologies de l'énergie, de l'application des nanosciences avec toutes les déclinaisons qu'il peut y avoir. On devrait avoir un centre de réflexion, comme l'a été à un moment donné le commissariat général au plan, par exemple? Oui, mais enfin une veille technologique, il faut que ce soit souple, mais surtout très performant. Qu'à partir de cela, on donne effectivement les moyens aux régions et aux grandes agglomérations
de pouvoir animer le tissu des petites et moyennes entreprises. Mais pardonnez-moi, pardonnez-moi de vous interrompre, je voudrais revenir sur cette structure centrale de réflexion, parce qu'une des choses qui manque à la France aujourd'hui, c'est une véritable stratégie. Absolument. Est-ce que le danger, puisqu'on est là pour parler des PME, ce n'est pas que cette stratégie soit influencée prioritairement par les très grandes entreprises au détriment des PME? Ben, c'est pour ça qu'il est très nécessaire d'avoir une sorte d'agence de coordination qui soit capable d'intervenir avec perspicacité sur ce qu'il faut faire. Et pour pouvoir le faire avec beaucoup de pertinence, il faut pouvoir s'appuyer sur la connaissance réelle de terrain. Je suis maire de Grenoble et je suis évidemment en proximité de tout ce qui se fait sur les pôles de compétitivité. Nous avons demandé à ces pôles de compétitivité, qui sont généralement managés, c'est vrai, par les dirigeants des grandes entreprises, comme exigence de pouvoir travailler avec les PME-PMI. Alors, ce n'est pas partout le cas, mais ça marche relativement bien. Et on en tire un certain nombre de conclusions sur ce qu'ils devraient faire, parce que c'est insuffisant, au plan national comme au plan européen. Eh bien, on fédérerait, au fond, ces remontées de terrain à travers les pôles de compétitivité qui s'incarnent essentiellement dans les grandes régions et les grandes agglomérations, pour en faire un faisceau de données capable de booster ce qui marche bien au niveau français. Plus de responsabilités au niveau des régions, comme en Allemagne, et comme en Italie. Oui. Alors, quand on a fait la décentralisation économique, d'une certaine façon, à travers ces pôles de compétitivité, au lieu d'en créer une douzaine, qui nous aurait permis d'avoir, je dirais, une carte de la France relativement visible, lisible, efficace. On en a fait plus de 70. Il fallait faire plaisir un petit peu à tout le monde. Moyennant quoi, on a dilué de façon inconséquente les choses. On a déresponsabilisé, au fond, notre pays qui aurait dû se concentrer sur un certain nombre de thèmes, d'activités et de pôles extrêmement importants, et faire la même chose ensuite au plan européen. C'est une bonne idée, ces pôles de compétitivité. Il faut en réduire le nombre, à exiger que ces pôles de compétitivité ne soient pas simplement au profit des grands groupes, mais soient au profit des petites et moyennes entreprises devenant ETI, et de permettre ensuite de tirer de tout ça les conséquences sur les appuis qui sont nécessaires au plan européen. Car on n'a plus les possibilités, les moyens de tout financer au plan français. Regardez le domaine des nanotechnologies, c'est un domaine que je connais bien, c'est le point fort de Grenoble. Eh bien, la dernière fois, il a fallu casser la tirelire locale de la ville de Grenoble, de l'agglomération grenobloise, du conseil général, du conseil régional et de l'État pour financer justement le pôle de compétitivité tournant autour des nanotechnologies. Le coup suivant, il faudra le relais de l'Europe. Il est évident que c'est des dimensions qui nécessitent, compte tenu de la mobilisation des crédits qui sont nécessaires, qui nécessitent des moyens considérables. Et pour cela, il faut bien définir quelles sont les priorités. Or, on ne les définit ni au niveau européen, ni au niveau national. Il n'y a guère que le niveau local, parce que c'est une nécessité absolue de soutenir ces entreprises, ces activités, qu'on arrive à percevoir la nécessité des priorités. Concernant le financement, est-ce que la grande centralisation du système de financement en France au niveau parisien est un obstacle? Parce qu'en Allemagne, il existe ces banques régionales. Bien sûr. Bien sûr, moi je suis partisan, je l'ai dit dans l'ouvrage, qu'on régionalise. Je pense que c'est le bon niveau, qu'il y ait des fonds d'investissement et donc d'orientation, c'est évident, en matière industrielle et en matière économique, au niveau régional. Ça me semble absolument indispensable. De la même façon qu'il faut qu'il y ait au niveau européen, et je distinguerai, si vous le permettez, d'abord le niveau franco-allemand, parce qu'il faut aller vite. Et dans les premières mesures que je suggérerai, en tout cas pour ma famille politique, si elle arrive au pouvoir en mai prochain, qu'il y ait un fonds d'investissement franco-allemand sur l'innovation, qu'on puisse faire des choses aussi au niveau européen, et je pense notamment au fonds de financement des brevets, parce que c'est important, mais si nous ne commençons pas très vite, des brevets. Bien entendu, mais si on ne commence pas très vite au niveau franco-allemand, on aura toutes les difficultés d'être efficace à relativement court terme. Or, il faut être efficace à relativement court terme. Je parlais de la crise, je parlais de la panne, il est évident qu'on ne s'en tirera pas simplement en serrant les boulons sur le plan des dépenses publiques, on s'en tirera aussi s'il y a croissance. Et pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait innovation. Et cette innovation, c'est essentiellement à travers le couple franco-allemand qui
sur le plan politique qu'on pourra le lancer. D'où ce fonds d'investissement sur l'innovation qu'il faudra faire passer par le couple franco-allemand. C'est tout aussi important que ce qu'il faut faire de façon décentralisée au niveau des régions, donc pour l'animation du tissu des PME-PMI. J'ai bien noté. Je voudrais avoir votre opinion sur les mesures qui ont été prises depuis 20 ans par les gouvernements de gauche et de droite successives en faveur des PME, aussi bien pour la création et le financement. Je voudrais simplement rappeler des données statistiques. Une PME sur deux n'existe plus 5 ans après. Et chaque année, 15% des PME, entreprises de taille intermédiaire de plus de 100 salariés, sont absorbées par des grands groupes, et des grands groupes souvent étrangers pour les plus dynamiques et les plus innovantes. Alors il y a toute une série de mesures que vous citez d'ailleurs dans l'ouvrage, qui ont été prises par les 10 dernières années par les gouvernements. Le statut de jeune entreprise innovante, qu'est-ce que vous en faites? C'est dire que il faut dire les choses comme elles sont. On ne peut pas gagner à tous les coups. Quand vous dites sur les startups qui ont été créées, elles n'arrivent pas toutes à devenir des PME, à plus forte raison de devenir des ETI. D'un côté, certaines disparaissent et puis les meilleures sont absorbées. Voilà. Ce qui me choque le plus, c'est le second niveau, si vous me permettez. Le premier niveau, il est normal qu'il y ait un petit peu de casse d'une certaine façon, car on va tester dans un premier temps une capacité pour une équipe, une personne, souvent quelques personnes, de pouvoir réussir. Donc on va tester leur capacité, au fond, sur une idée, souvent sortant d'un laboratoire, une idée qu'ils ont pu germer par ailleurs, de pouvoir l'industrialiser. Et pour ça, là, on va tester la capacité de passer du domaine de la recherche au domaine de l'innovation et de l'entreprise. La capacité à mener une entreprise. Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas le dire si on est capable de le faire. Et ça, je crois qu'on ne peut pas penser qu'il y aura 100% de réussite. Et là, moi je suis peut-être un peu moins critique que ce qu'on dit généralement, on a fait quand même en 20 ans beaucoup de progrès. Dans le domaine des fonds d'amorçage, dans le domaine des premiers accompagnements des entreprises, et c'est vrai que les banques, qui sont généralement assez frileuses, quand c'est des sommes relativement limitées, sont partantes, c'est dans un second temps qu'il y a problème. C'est-à-dire quand il y a effectivement test positif à la fois sur l'activité, le domaine d'activité, le business plan, la capacité managériale des chefs d'entreprise, c'est quand elles n'arrivent pas à pouvoir s'en sortir. Et ça, on sait qu'il y a beaucoup de freins. Le principal frein, d'abord, c'est un frein fiscal. On est parti sur ces fameux crédits impôt innovation, qui était une très très belle idée du mercurien. Sauf que c'était détourné, principalement, toutes les études le montrent, au profit des grandes entreprises. Et quand on a essayé de voir comment elles s'y prenaient pour essayer de diminuer cet impact exclusif au niveau des entreprises, elles ont filialisé le crédit impôt innovation et ont triché d'une certaine façon. Il faut en revenir à des choses. Alors, comment on fait? Par exemple, sur le crédit impôt recherche, comment on fait pour en faire bénéficier davantage les PME et les entreprises de taille intermédiaire? Les vrais, pas les filiales des grands groupes. Alors, je vais être conséquent par rapport à ce que j'ai dit précédemment. D'abord, il faut faire évoluer ce crédit impôt innovation ce crédit impôt recherche vers un crédit impôt innovation. Car si on veut intéresser les petites et moyennes entreprises, ce n'est pas simplement sur la recherche et le développement, c'est sur la recherche et le développement, plus le marketing, plus les tests sur les prototypes, voire sur la commercialisation des produits. Y compris dans des secteurs non technologiques? Y compris sur des secteurs non technologiques. Dans la mode, par exemple? Absolument, absolument. Et à partir de ce moment-là, vous taperez immédiatement dans le secteur des PME-PMI. Les plus innovantes, ce seront celles, les fameuses 6000 dont vous parliez tout à l'heure, ce sont celles qui auront le plus de capacité à devenir des ETI et à être efficaces sur le plan international en matière d'export. Parce qu'on ne le dit pas suffisamment. Mais une des pannes de notre pays, c'est ce gouffre du déficit commercial français qui fait que nous n'avons pas eu suffisamment d'entreprises en dehors des majors performantes du point de vue des capacités exportatrices. Donc, je dis, c'est crédit impôt recherche qui devient un crédit impôt innovation et qui est principalement affecté aux petites et moyennes entreprises. C'est des mots qui veulent dire des choses précises. Alors, Michel Destot, on n'a plus beaucoup de temps.
Et je tiens à vous poser une question sur le statut d'auto-entrepreneur. Vous en faites quoi de ce statut? Est-ce que le statut d'auto-entrepreneur est vraiment la première marche vers la création d'une entreprise de croissance? Non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Enfin, je ne suis pas contre le statut d'auto-entrepreneur, il est évident, mais la démonstration a été faite au cours des dernières années qu'il n'y avait pas automaticité entre la création d'une auto-entreprise avec le développement des PME-PMI devenant des ETI. Mon problème, il n'est pas de créer des entreprises pour créer des entreprises, c'est de créer des entreprises pour créer des activités, pour créer de l'emploi et pour permettre à notre pays d'avoir une croissance qui est source de solidarité nationale et, je l'espère un jour, européenne. Or, la démonstration n'a pas été faite que le statut d'auto-entrepreneur conduisait à améliorer le point le plus difficile, le plus fragile, qui est le passage de la PME à l'ETI, et ses capacités justement à intégrer cette politique d'innovation capable de tirer vers le haut le tissu économique de notre propre pays. Voilà, c'est pas une condamnation du statut, c'est une limitation. Autre mesure prise en faveur des PME, ce sont les avantages fiscaux, les avantages Madelin, qui datent de 1994, je crois, et la loi TEPA de 2007. Qu'est-ce que vous en faites ? Eh bien, écoutez, moi, je la transforme, encore une fois, en des avantages qui aillent en direction de l'innovation. Et je pense que tous les critères que j'ai évoqués tout à l'heure doivent être pris en compte en matière de fiscalité. Nous devons aider les entreprises qui sont les plus performantes. Et les plus performantes, c'est celles qui innovent. Et c'est celles qui progressent. Toutes celles qui veulent se maintenir... Donc il ne faut pas encourager à mener des sommes de financement vers n'importe quelle entreprise, des effets d'aubaine, mais il faut bien cibler l'orientation. Tout ce qui est niche et qui ne correspond pas à un développement des entreprises par la politique d'innovation, qui a fait la démonstration dans tous les pays du monde, je crois que la donnée est absolument universelle, de tirer l'emploi, de tirer les activités et de tirer les exportations, eh bien, n'est pas le critère que je retiendrai, principalement. Ça me paraît clair. Bien, vous faites en conclusion de cet ouvrage 17 propositions pour stimuler les PME et l'innovation, au cas où un président de gauche arriverait au pouvoir dans quelques mois. Quand un président de gauche arrivera au pouvoir en mai prochain, vous voulez dire? Éventuellement. Mon cher Laurent Fabius. Quelles sont les premières mesures en faveur des PME, PMI innovantes à prendre d'urgence? Lesquelles dans ces 17? Il faut que ce soit lisible par toute la population. Premier point, la fiscalité, je l'ai dit, c'est le crédit impôt innovation avec des critères précis en direction des PME, PMI et notamment des PME, PMI innovantes. Il y en a 6 000. Innovante, c'est pas obligatoirement aux technologies, je vous ai bien entendu. C'est tout à fait exact, il faut le signaler. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle les volontaires en entreprise pour l'innovation. Un petit peu ce qu'on a fait en France pour l'international. Il faut absolument que nos doctorants soient capables d'avoir l'expérience de l'entreprise. C'est quand même fou quand on arrive à l'investissement auquel correspondent justement ces doctorants, qu'ils n'aient pas la capacité d'avoir une expérience en entreprise. Eh bien, je dis que tous les doctorants qui ont eu moins de 2 ans de présence en entreprise peuvent avoir les subventions permettant justement d'acquérir cette formation en entreprise, c'est-à-dire cette culture qui leur permettra d'être efficaces et de passer d'un statut de chercheur à un statut d'entrepreneur pour ceux qui en auront les capacités, les talents et l'envie. Alors encore une dernière mesure. Eh bien, européen, puisque j'ai parlé de... c'est le fonds d'investissement franco-allemand pour l'innovation. Ça me semble extrêmement important. Ce sera un signe très fort à la fois que le couple franco-allemand, qui est très nécessaire à la construction de l'Europe, s'appuie pas simplement sur des problèmes monétaires, financiers, mais aussi sur la croissance. Et c'est un signe qu'on pourrait donner qui est un signe très fort. Et au plan, c'est vrai, européen, c'est le financement des brevets, beaucoup trop compliqué, beaucoup trop cher aujourd'hui, qui me semblerait extrêmement nécessaire. Un dernier point quand même. Parce que si je ne vous le disais pas, vous m'en voudriez. Il faut créer un MITI à la française. Comment pouvoir... Et puis, si on considère que l'innovation... Il nous faut une stratégie. Évidemment, si on considère que l'innovation est le truc le plus important, il faut qu'il y ait un grand ministère qui soit de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et de l'industrie. Eh bien, sur ces mots, Michel Destaut, merci beaucoup. Merci à vous.